Pour installer LibreOffice, vous allez sur sa page de téléchargement, vous choisissez votre système d'exploitation, ici Windows, et vous cliquez sur télécharger. Une fois le téléchargement terminé, vous allez dans l'historique des téléchargements, vous ouvrez le dossier qui contient le fichier que vous venez de télécharger et vous double-cliquez pour lancer l'exécutable d'installation. Il suffit ensuite de cliquer sur suivant, de choisir l'installation normale, cliquez à nouveau sur suivant, puis sur installer. L'installation est lancée. Quand c'est terminé, vous cliquez sur terminer, puis vous lancez le tableur calque de LibreOffice en appuyant sur la touche Windows du clavier. Vous tapez calque, CALC, puis le logiciel se lance et voilà, il est là. Votre tableur est prêt à être utilisé. Voilà, je vais faire un CTRL-V pour amener les données que nous allons utiliser pour vous montrer comment ce tableur peut être utilisé. Nous allons étudier la masse et la taille de 10 nouveaux-nés, 10 bébés, qui constituent ce que l'on appelle en statistique notre population. Un individu, c'est un nouveau-né, et nous en avons 10. Nous allons étudier deux caractères simultanément, la masse de chaque bébé et sa taille, et nous allons essayer de voir s'il existe une relation linéaire, si on peut exprimer la taille des bébés en fonction de la masse en utilisant une droite. Alors on va déjà commencer par étudier la moyenne des masses, les différentes moyennes. Donc la moyenne des masses des bébés, on écrit égal, moyenne, MOY. Alors, vous voyez, il y a différentes fonctions que le tableur vous propose. Moyenne qui est encadrée, la première, il suffit de faire entrée pour la sélectionner. Ensuite, vous prenez votre souris, vous allez sur la première case, donc la case B3, vous cliquez dessus, puis vous faites un clic gauche, vous restez appuyé, vous relâchez et vous avez sélectionné les cellules de B3 jusqu'à B12, donc la suite des masses des 10 bébés. Vous faites entrée et vous avez votre moyenne qui est automatiquement calculée par le tableur. On peut ici, en se mettant entre deux colonnes, régler la largeur des colonnes. Bon, là, on peut la réduire ici. Et nous avons, on va faire la même chose pour la moyenne des tailles. Alors on peut se compliquer la vie également et calculer une somme. Vous voyez, la somme de toutes les tailles des 10 bébés. Toujours le même principe, je sélectionne les cases, je fais entrer. Et alors pour avoir la moyenne, évidemment, la moyenne c'est quoi? C'est la somme de toutes les tailles des bébés divisée par le nombre de bébés, c'est-à-dire 10. Voilà, on aurait pu faire la même chose avec ici les masses des bébés. Si je fais somme ici, on va voir que la somme des masses des 10 bébés est égale à 32,1 et quand je divise par 10, j'obtiens bien 3,21, la moyenne. Alors pour faire des statistiques de variables, on va souvent introduire ce qu'on appelle des variables centrées, grand X, petit i cette fois. Et les variables centrées, c'est quoi? Elles sont obtenues en faisant, en enlevant sur chaque masse la moyenne de toutes les masses. Donc on fait la case B3 moins la case moins la moyenne qui se trouve dans la case B15. Je fais entrer. Alors si je propose, alors ensuite évidemment je vais vouloir faire ce calcul B3 moins B15 sur chacune des cases en dessous. Alors on peut propager la formule que l'on a écrite aux cases de dessous, mais ça ne va pas fonctionner. Pourquoi? Eh bien parce qu'à chaque fois, donc, le tableur va additionner, va ajouter 1 au numéro de ligne, mais on ne doit pas ajouter 1 au numéro de ligne de la case qui contient la moyenne. Cette case doit rester fixe. On dit qu'elle doit avoir un adressage absolu, et pour ça, il faut mettre un signe $ devant le numéro de ligne. Je fais entrer, je reprends la première cellule D3, et je la propage à nouveau. Et cette fois, je vais avoir des calculs corrects à chaque fois. Donc, le calcul pour la cellule de dessous, on a bien une augmentation du numéro de ligne de 1, mais la case qui contient la moyenne des masses des bébés reste inchangée.
et donc ça fonctionne. Donc ici, nous avons les variables centrées. Alors évidemment, si on calcule la moyenne des variables centrées, on va évidemment trouver 0, puisqu'elles ont été calculées pour ça. On va faire la même chose, on va calculer la variable centrée associée aux tailles. Donc c'est grand Y, petit i. Alors pour cela, on va faire égal, on va prendre la taille C3 moins la moyenne des tailles qui se trouve en C15. Là encore, évidemment, il faut mettre un adressage absolu au numéro de ligne qui contient de la case qui contient la moyenne. Je fais entrer et puis je propage mes calculs. Donc concrètement, hein, si vous voulez connaître la taille du bébé qui se trouve ici, donc 1, 2, 3, 4, 5 du 6e bébé qui est ici. Donc la taille c'était 51. 51, pour obtenir 51, on fait bien 51,35 la moyenne plus la variable centrée. D'accord? Et si je fais 51 moins 51,35, donc moins la moyenne, j'obtiens bien moins 0,35. Ensuite, une fois qu'on a ces données-là, on va calculer les xi au carré. Donc, pour étudier un petit peu la dispersion des masses. Donc on va calculer ce qu'on appelle la variance. Pour calculer la variance, on fait le carré des variables centrées, donc égal la variable centrée qui est ici. Je la mets au carré et puis je propage. Là, il n'y a pas d'adressage absolu à mettre puisque on va à chaque fois chercher uniquement la case qui se situe sur la même ligne. Et là, vous avez donc les écarts, hein, en fait, de chaque masse par rapport à la moyenne que vous avez mis au carré. Et on fait la moyenne de ces carrés des écarts et on va obtenir ce que l'on appelle la variance. Donc c'est la somme des xi carrés tout simplement. La somme des carrés des variables centrées, donc étant égales aux différences entre la masse de chaque bébé et la moyenne des masses. Voilà, en fait, si vous l'écart type, ce qu'on appelle l'écart type ensuite, ça va être la racine carrée de la variance. Donc là, nous avons l'écart type des masses. Donc qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que les bébés en moyenne ont une taille de 3,21 kg. Et au niveau de la dispersion, bon, on va avoir des bébés qui se situent sur cette moyenne-là, plus ou moins 500 grammes. Donc si vous faites 2 fois l'écart type 1 kg, ben, vous allez encore avoir des bébés qui font 4,2 kg. Mais si vous faites 3 fois l'écart type, vous ajoutez 1,5 kg de chaque côté. Donc on commence à avoir des bébés qui sont soit un peu trop maigres, ou alors bien portants, un peu trop bien portants. Voilà. Donc des bébés qui dépassent 4,5 kg, ça commence déjà à être des beaux bébés. Donc on va faire la même chose pour les tailles. Donc on ne peut pas faire la moyenne, pour avoir une idée de la dispersion, on peut faire la moyenne des tailles puisqu'on trouvera encore 0. Donc on met ces tailles au carré. Et c'est pour ça qu'on calcule YI au carré. Donc on va chercher la variable centrée qui correspond aux tailles. On la met au carré. On propage cette... je ne me suis pas trompé là. Donc E3, oui c'est bien ça, hein, au carré, oui c'est ça, c'est tout à fait ça. Donc là on a les carrés des variables centrées, on en fait la moyenne. Voilà, j'ai fait une erreur. Moyenne de G3 à G12 et pas G16. Hein. Voilà. Et on en prend la racine carrée pour avoir une mesure qui est évidemment avec les mêmes unités que les tailles, donc en centimètres. Puisque là, je travaillais sur des carrés, donc j'ai des centimètres carrés en réalité. Je prends la racine carrée, j'ai des centimètres, 3,55 cm. Donc, en général, un bébé, il a une taille de, en moyenne, 51 cm. Si vous faites une fois l'écart type, vous avez encore des bébés qui sont là-dedans. Vous faites 2 fois l'écart type, c'est encore possible. 3 fois l'écart type, c'est-à-dire ajouter 10 cm en gros. Mais là, ça va devenir des bébés qui sont très très grands. Voilà, 60 cm, ça commence à être un très grand bébé. De même que moins de 40 cm, c'est plutôt un petit
bébé. Voilà, vous avez compris un petit peu quelle est l'idée hein, de calculer, pourquoi on calcule donc ces variables centrées, on en fait le carré, et puis on en prend la racine carrée, c'est pour mesurer la dispersion des données par rapport à la moyenne. Hein, si on avait un écart type égal à 0, ça veut dire que tous les bébés auraient soit la même taille, soit la même masse. D'accord? Donc, alors ce qui est intéressant de faire, et on aurait pu le faire dès le départ, c'est faire le nuage de points. Donc, voir un petit peu comment peut être liée la taille à la masse de chaque bébé. Alors pour ça, on va aller dans insérer un diagramme. On va faire terminer ici, on ne va pas utiliser l'assistant graphique. On va diminuer un petit peu. Donc on peut déplacer la fenêtre qui contient le graphique en sélectionnant au niveau de la bordure. Hein. Donc faites attention, il faut vraiment aller au niveau de la bordure pour pouvoir déplacer ce cadre. Et on peut également, quand on a une petite flèche comme ça, modifier la taille. Vous voyez ? Voilà, on va prendre une fenêtre un petit peu comme ça. Et alors, ce que je vous conseille souvent, c'est d'enlever ces informations-là qui viennent prendre de la place un peu inutilement. Et on va afficher un nuage de points. En abscisse, on va mettre les masses, et en Y, en ordonnée, on va mettre les tailles. Alors pour cela, on va dans le graphique, dans le diagramme, on fait un clic droit pour voir le menu contextuel. On va d'abord choisir le type de diagramme. Type de diagramme, on prend un nuage de points. On fait OK. Ensuite, on revient sur la fenêtre, on fait encore un clic droit, on va choisir les plages de données. Maintenant, on va indiquer au tableur ce que l'on veut afficher. Alors, vous voyez, il y a déjà une série qui est affichée, on pourrait la supprimer et en créer une nous-mêmes. On sélectionne la série de données que l'on va vouloir afficher. En abscisse, valeur de X, on clique là-dessus et on va aller sélectionner les masses. En Y, on clique de la même façon là-dessus et on va aller chercher les tailles. Et puis on fait entrer tout simplement. Et on a notre nuage de points qui est ici. Alors vous voyez, les points sont assez gros, donc on peut aller sur un des points, n'importe lequel, le sélectionner. Enfin, une fois qu'on est dessus, on fait un clic droit. Et puis on va faire formater les séries de données pour diminuer un petit peu. On clique sur ligne ici, donc l'onglet ligne. Et puis on va aller ici pouvoir modifier la dimension de nos points qui sont des carrés. Voilà, on fait ça. Et là, vous avez des points un peu plus raisonnables. On peut aussi modifier notre échelle en Y. On voit que de 0 à 40, il n'y a pas de points. Donc, ça ne sert à rien d'avoir une échelle qui commence à 0. Donc, vous allez sur axe des Y. Vous faites encore un clic droit une fois que vous avez axe des Y. Et vous allez choisir de formater l'axe ici. Et alors, vous avez différentes possibilités. Et vous choisissez au niveau de l'échelle ici. Donc, l'onglet échelle. Vous allez enlever le automatique sur le minimum et vous allez fixer la valeur 40 pour le minimum. Voilà. Voilà. Je n'avais pas mon clavier numérique. Maintenant, il est là. 40. Vous faites OK. Et vous voyez donc votre nuage de points. Et on voit que essayez de chercher une relation entre les tailles des bébés et les masses des bébés suivant une droite, c'est pas forcément aberrant. Et alors le tableur permet de faire ça très très simplement. Vous allez sur un point des données, vous faites un clic droit et vous avez la possibilité ici d'insérer une courbe de tendance. Donc vous cliquez sur insérer une courbe de tendance. Alors, vous avez le choix entre linéaire. Alors si évidemment, et on aura le cas en physique, vous avez une courbe vous avez des points on a l'impression qu'ils sont plutôt sur une parabole, mais là vous pouvez choisir polynomial et choisir une fonction du second degré pour pouvoir faire votre courbe de tendance. Nous ici on sait que c'est une droite qu'on veut, donc on va cliquer sur linéaire et dans tous les cas vous pouvez afficher l'équation, vous pouvez demander donc au tableur de calculer l'équation de cette courbe de tendance et vous pouvez aussi lui demander d'afficher le coefficient de détermination qui permettra qui va nous indiquer si l'approximation par la courbe de tendance est de bonne et de plus ou moins bonne qualité. Vous faites OK et voilà, vous avez votre équation qui est lancée. Alors, il y a beaucoup de chiffres, donc vous allez sur équation ici, vous faites un clic droit, vous allez formater l'équation pour diminuer le nombre de chiffres après la virgule. Donc vous allez dans les nombres ici, et puis là vous pouvez, nombre de décimales, vous pouvez mettre un nombre de décimales un peu plus raisonnable. Voilà, vous avez vous avez ici l'équation de la droite de régression, ce qu'on appelle la droite de régression. C'est la droite qui va minimiser les écarts entre les données que vous avez là
et le point, la même abscisse qui correspond sur la droite de régression. Donc à chaque fois, vous avez un écart vertical entre le point de votre nuage de points et le point à la même abscisse qui se situe sur la droite de régression. La droite de régression, comment elle a été calculée mathématiquement, hein, donc c'est une théorie mathématique qui est derrière, qui permet de calculer cette droite de régression de façon à ce que ces écarts verticaux soient le minimum, le plus petit possible. On pourra d'ailleurs les calculer tout à l'heure pour les comparer à la droite que l'on obtiendrait avec Mayer, qui aurait évidemment des écarts un peu plus grands, puisque la droite de Mayer est plus facile à obtenir, enfin en tout cas à la main, parce que vous avez vu que sur un tableur, il n'est pas très compliqué de trouver la droite de régression, mais évidemment c'est un peu moins précis, il n'y a pas de fondement mathématique comme vous pouvez l'avoir sur la droite de régression. Alors, comment on calcule ces coefficients? Donc la pente de la droite de régression et l'ordonnée à l'origine, eh bien c'est ce que nous allons faire maintenant en utilisant ce que l'on vient de calculer précédemment. Il se trouve qu'il nous manque juste le produit des variables centrées, grand xi multiplié par grand yi. Donc ce produit, c'est tout simplement grand xi, comme je viens de le dire, multiplié par grand yi, tout simplement. Je propage mon calcul pour le faire sur chacun des 10 bb. Je peux diminuer ici également la largeur de mes colonnes. Voilà, c'est inutile d'avoir des colonnes aussi grandes. Alors je rappelle que 1e-4, ça veut dire 10-4, d'accord. Voilà, c'est le xi au carré. Alors le xi, on a l'impression ici qui est égal à 0, mais en fait il vaut 0,01, et 0,01 au carré, ça fera bien 0,0001, 1 en quatrième position. Alors une fois que j'ai ça, on va calculer, alors on a deux façons de calculer la pente. Soit on travaille avec ce qu'on appelle la variance dx et la covariance. Donc la covariance, c'est la moyenne du produit des variables centrées. Voyez, donc c'est la covariance de x et de y. Et pour calculer la pente de la droite de régression petit a, eh bien, il suffit de faire égal à la covariance divisée par la variance des abscisses, la variance des x, et vous obtenez le 6,89, donc la même valeur que la valeur que vous avez, que le tableur a déjà calculé. Donc, vous voyez, donc c'est tout simplement la covariance qu'on appelle la covariance, donc la moyenne du produit des variables centrées divisée par ce qu'on appelle la variance des x, c'est-à-dire la moyenne des xi carré. Mais on aurait pu, si on travaille sur un papier sans le tableur, on aurait pu plus simplement calculer des sommes. Donc si on fait la somme des xi carré et la somme des variables centrées, donc on ne divise plus par 10 chacune de ces grandeurs, et donc évidemment quand on en fait le quotient, on va obtenir le même résultat, hein, puisque voilà, donc on fait la somme des produits divisée par la somme des carrés ici, on obtient le même résultat, puisque diviser en haut et en bas par 10, ou ne pas diviser en haut et en bas par 10, le résultat de la fraction est le même, tout simplement. Pour obtenir l'ordonnée à l'origine, eh bien, ce qu'on appelle souvent petit b dans nos formules, eh bien, il suffit de savoir que le point moyen, c'est-à-dire le point qui a pour abscisse la moyenne des masses et pour ordonnée la moyenne des tailles, eh bien, ce point appartient à la droite de régression. Et donc, la droite de régression... Oh, putain. Et donc, la droite de régression a pour équation y égale ax plus b, ce qui veut dire que y bar va être égal à ax bar plus b, puisque le point moyen appartient à cette droite. Et pour trouver petit b, il suffit d'enlever y bar, enlever ax bar, et donc on obtient cette formule-là, que l'on n'a plus qu'à écrire ici, égale, donc petit b est égal au y moyen, moins petit a, donc petit a, évidemment, c'est la valeur qui est ici, fois le x moyen, c'est-à-dire la masse moyenne.
et j'obtiens 29,23 qui est bien la valeur attendue. Okay, donc ça fonctionne très bien. Voilà. Ensuite, on peut retrouver également le coefficient de corrélation. Donc on peut calculer grand R. Grand R, à quoi est égal grand R? Grand R est égal à la covariance XY, qui est ici, divisé par le produit des écarts types, c'est-à-dire 0,50 ici, donc l'écart type en X, multiplié par l'écart type en Y. Je fais le calcul, j'obtiens 0,98. Alors on peut vérifier que quand on met cette valeur-là au carré, on obtient le coefficient de détermination. Donc le carré du coefficient de corrélation pour le cas d'une droite de régression, eh bien c'est le coefficient de détermination. Donc on va vérifier ça. On fait ce nombre-là au carré et on obtient bien 0,96, 0,44. Vous voyez, c'est vraiment très précis. On a bien le même résultat. Voilà, donc ensuite on peut faire le lien un petit peu avec la droite de Mayer. Pour la droite de Mayer, il faudrait calculer les deux points G1 et G2. Vous vous rappelez comment ça fonctionne. Alors G1, l'abscisse de G1, ça va être la moyenne des la moyenne des masses des 5 bébés ayant la plus petite masse. Voilà. Alors j'ai bien calculé, non il faut mettre la fonction aussi, hein, égale moyenne de, entre parenthèses, B3, B7, entrée. Ah, j'ai mis 2 fois le signe égal, ce qui est inutile, on peut l'enlever une fois, voilà. Ça c'est donc la moyenne des masses pour G1, donc l'abscisse de G1. Pour trouver l'ordonnée de G1, il faut faire la moyenne des tailles de 5 bébés ayant la plus petite masse. Voilà. De C3 à C7. On est bien à chaque fois de 3 à 7, donc c'est bien ça. Et puis pour G2, on fait la moyenne des bébés restants, ceux qui ont la plus grande masse. Donc on part de 8 pour aller jusqu'à 12. Donc là, j'ai fait par contre, je me suis trompé, j'ai dû faire la taille, donc il faut faire la masse de 8 à 12, décidément, égale moyenne des masses de 8 à 12, voilà. On fait la moyenne pour les tailles, égale moyenne des tailles de 8 à 12, voilà. Ça c'est le point moyen. Donc les deux points moyens et la droite de Mayer, sa pente, ça va être quoi? On peut l'appeler petit m. La pente de la droite de Mayer, eh bien ça va être delta y, c'est-à-dire entre parenthèses le y de G2 moins le y de G1, fermez la parenthèse, divisé par entre parenthèses le x de G2 moins le x de G1. Donc la différence des masses moyennes des entrées, et j'obtiens 6,62, 63, vous voyez. Donc on voit bien que la pente de droite de Mayer n'est pas exactement la même que celle que la pente de la droite de régression, mais on a un ordre de grandeur 6,63, 6,89, ça reste très proche. Alors ce qu'on peut faire ici, c'est dans un premier temps donc calculer les y estimés de Mayer. Donc, pour les calculer, ces y estimés, comment on va les calculer? On connaît la pente, on connaît deux points, on peut en prendre un seul, soit G1, soit G2. Alors, on peut peut-être utiliser ce qu'on a là. Donc, on sait que la droite de Mayer a pour équation y moins y de G1, par exemple, est égal à petit m fois x moins x de G1. Bon, j'aurais pu prendre G2, hein, c'est pareil. Donc, pour calculer les y, ça c'est les y estimés de Mayer. On met souvent un chapeau sur les estimés et Mayer. On peut aussi l'écrire y estimé Mayer. Donc, ça va être égal à quoi? À la pente de la droite fois x moins l'abscisse du point G1
plus le y du point G1. Donc on va utiliser cette formule-là pour calculer les y estimés de la droite de Mayer. Donc allons-y, hein. XG1, il faut faire attention, il faut bien mettre un 1 ici. Donc allons-y, calculons ça. Alors ça va nous donner, eh bien, la pente de la droite de Mayer, c'est cette valeur-là. Alors on va après propager cette formule sur les différentes lignes, donc il ne faut pas que le numéro de ligne change, parce que ça c'est une constante, petit m, hein, c'est la pente, multiplié par, eh bien, le x du bébé, la masse du bébé, moins la masse moyenne du bébé 1, enfin la masse moyenne de G1, pardon, plus le y de G1. Voilà, et on a ici l'estimation de la taille du premier bébé, sachant que sa masse est 2,4 en utilisant Mayer. On peut propager cette formule pour avoir donc les estimations pour tous les bébés. Alors on voit que là il y a un problème, c'est pas cohérent. Pourquoi? Parce que dans ma moyenne, j'ai oublié de mettre en dollars devant le 21 qui est l'abscisse de G1 et devant le 21 ici qui est le Y de G1. Voilà, alors maintenant je vais repropager à nouveau et là j'obtiens les bonnes valeurs. Vous voyez 56, 58 au lieu de 56, ce sont des valeurs qui sont tout à fait cohérentes. On peut calculer l'erreur donc de Mayer. Donc par rapport au Y que l'on a la vraie taille du bébé. Donc pour ça, qu'est-ce qu'on doit calculer? On doit calculer la taille de Mayer estimée moins la taille du bébé. Donc par exemple ici, on a une erreur de 0,98 et puis on propage. Voilà, on a des erreurs de Mayer. En général, ces valeurs-là, on va calculer la variance. Hein, donc on va voir un petit peu quelle est la variance des erreurs. Alors déjà, la moyenne, si on fait la moyenne des erreurs, on va trouver 0. Vous allez voir que, non, pour Mayer, pas forcément. Égale moyenne pour Mayer. Oui, on obtient 0, effectivement, aussi. Donc ça, c'est la moyenne des erreurs avec Mayer. On peut calculer le carré de ces erreurs. Voilà, donc on fait égal ça au carré. Tac. Et on peut calculer, alors je devrais calculer dans cette ligne-là, mais comme je n'ai pas la place, je vais le calculer ici. La moyenne des carrés des erreurs, donc égale moyenne des carrés des erreurs. Voilà. Voilà, donc là on a la variance des erreurs en utilisant Mayer. Et en fait, on va montrer que la droite de régression permet d'avoir une variance des erreurs qui est plus petite. C'est-à-dire que ce qu'on voudrait, c'est que toutes nos erreurs soient égales à 0. Et on veut le minimum de dispersion, évidemment, sur ces erreurs-là. C'est ce que, en fait, minimise la droite de régression. Hein, minimise les écarts entre la droite, les points de la droite et les points des vrais bébés, hein, les vraies masses et les vraies tailles. Donc là, on voit l'écart par rapport entre les vraies valeurs et puis les valeurs estimées par droite de Mayer. On veut quelque chose qui soit le plus proche possible de 0. On a 0,51. Mais si on fait ça avec E de la droite de régression, DR pour droite de régression, alors les erreurs pour droite de régression, c'est la valeur trouvée avec la droite de régression. Il faut que je la calcule d'ailleurs d'abord. Hein. Donc il faut d'abord calculer Y droite de régression. Ah bon, on a en fait l'équation de la droite de régression qui est ici, hein, donc on n'a plus qu'à faire le calcul. Donc c'est égal à la pente de la droite fois la masse du bébé plus le y l'ordonnée à l'origine qui est ici. Alors évidemment, il ne faut pas oublier de mettre un dollar devant le 16 et devant le 17. Donc c'est pour calculer la masse, pour calculer la taille connaissant la masse, hein, on applique cette formule-là, hein, qui est celle de l'équation de la droite de régression. Hein. C'est ce calcul que l'on fait ici. On fait entrer. Donc là, on a l'estimation obtenue grâce à la droite de régression. Vous voyez. On calcule l'erreur, comme tout à l'heure. L'erreur donc de la droite de régression. Donc ça va être égal à ce que j'obtiens
par le calcul moins ce que j'aurais dû obtenir. Voilà. Je propage. Je fais les... Donc évidemment, si je fais la moyenne de toutes ces valeurs-là, je vais encore obtenir 0. Je dois obtenir 0. La moyenne des erreurs doit être égale à 0. Voilà, 10 moins 15, on est encore proche de 0. Et alors maintenant, si j'en fais le carré, donc parce que la moyenne des erreurs, évidemment, ça amène à pas grand-chose, il n'y a pas d'information, puisque ça sera forcément 0. Mais si je fais la moyenne des carrés des erreurs, bah, cette fois-ci, j'ai des nombres qui sont à chaque fois positifs. Donc quand j'en fais la moyenne, ça va bien me mesurer la dispersion. J'en fais la moyenne de ces carrés. Donc j'ai que des carrés, j'ai que des nombres positifs. Hein, donc je mesure bien l'importance de la dispersion. J'en fais la moyenne. Donc là, j'avais la moyenne des erreurs sur Mayer. Bien, je fais la moyenne maintenant des erreurs, donc la variance, la moyenne des carrés des erreurs, donc la variance des erreurs avec la droite de régression. Et on voit qu'on obtient un nombre qui est plus faible. Voilà, 0,498, donc 0,5 au lieu de 0,516. Donc on voit quand même que la droite de Mayer ici est une bonne estimation, hein, dans ce cadre-là, voilà, une bonne estimation, une bonne droite d'estimation sur ces nuages de points, mais la droite de régression est quand même un peu mieux. Je pourrais tracer les points, hein, d'ailleurs, les Y estimés de Mayer. Pour ça, ben, comment on fait? On va sur le graphique ici, on retourne sur le graphique, on double-clique sur la fenêtre graphique pour avoir vraiment agir sur le graphique. On fait un clic droit pour voir le menu contextuel et on va rajouter une plage de données, on va ajouter un nuage de points. En X, on va mettre toujours les masses des bébés. Mais pour chacune des masses des bébés, bien, je vais voir afficher la valeur estimée par Mayer. Donc la valeur estimée par Mayer, elle est ici. Je recommence. Elle est ici. Y estimé de Mayer. Voilà. Donc on vérifie bien qu'en X, je vais de B3 à B12, j'ai bien les masses des bébés. Et en Y, je vais de I3 à I12. Et c'est bien les Y estimés. Dans la colonne des I, j'ai bien les Y estimés de Mayer. Je fais OK. Et vous voyez en rouge ici apparaître les estimations de Mayer. Donc vous voyez qu'ils sont relativement proches de la droite de régression, hein. Donc la droite de Mayer est très proche de la droite de régression. On peut éventuellement essayer d'aller sur un de ces points, un point qui serait suffisamment éloigné pour pouvoir le détecter, le sélectionner. Voilà, par exemple celui-ci. Si je fais un clic gauche là-dessus, formater les séries de données, est-ce que j'ai bien... Oui, j'ai bien celui-là. Et donc je vais diminuer un petit peu la taille des points de la droite de Mayer. Voilà. Et vous voyez les points de Mayer qui sont très très proches de la droite de régression. Voilà, ben je vous remercie de votre attention.